tu l'auras deviné, en ce moment c'est pas facile de tourner en été. Voilà, donc merci pour ta compréhension. D'ailleurs, il n'y a pas marqué Omikui là-dessus? Voilà. Si vous savez, dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresse. Tout de suite à vidéo. Salutations à tous ceux qui ont réussi à se taper les deux dernières vidéos. Bienvenue dans Gintaverse, une émission qui parle de l'histoire du Japon et de sa culture. C'est pas ça que tu dis d'habitude. Bah ouais, mais bon, vu les deux dernières vidéos qu'on s'est tapées... Mais bon, celle-là, c'est la dernière de cette trilogie, donc on va essayer de faire ça bien. Oui. Si tu te souviens bien, on avait effleuré l'histoire du Japon avec la fin de l'ère Edo, donc qui correspond à la période du manga, voilà. Pour ensuite rentrer dans le détail avec le destin des personnages plus ou moins importants qui influent sur l'univers de Gintama par le prisme du réel. Même moi je suis pas sûr d'avoir compris ce que je viens de dire, t'inquiète pas. Mais il y a d'autres personnages très importants dans le manga, comme le héros Sakata Gintoki, qui sont directement inspirés de contes et de mythes japonais. Et donc, ne serait-ce que pour ta culture, ça peut être intéressant de parler. Bon, je vais pas te mentir, cet épisode était un peu galère côté recherche, hein. Je sais pas personnellement si la mythologie japonaise vaut celle des Grecs, mais putain, il y a du level. Donc la liste que je vais te balancer est non exhaustive. J'ai sûrement oublié quelques trucs. Et si j'en ai le temps, je reviendrai dessus plus tard, parce que je te cache pas qu'après 3 grosses vidéos comme celle-là, j'ai envie de faire un truc plus simple. Ok, promis, j'arrête de râler. Allez, kanpai. Bref, commençons par une brève présentation du bousin. Mine de rien, malgré la taille de l'archipel, le Japon s'est doté d'une histoire et d'une culture assez fascinantes. Que ce soit dans les récits de guerre ou dans les contes remplis de créatures mythiques, on a tous entendu parler à un moment ou un autre. Que ce soit dans des animés, des mangas ou des jeux vidéo. Dès lors que c'est japonais, voire simplement lié au continent asiatique, on se rend compte par le biais de quelques recherches qu'on dispose tous d'un certain bagage. Surtout quand on est de la génération Pokémon. Je préfère la deuxième génération à la première. Comme en Occident, la majeure partie des mythes, pour ne pas dire la quasi-totalité des légendes, s'appuie sur l'influence des religions. Et si c'est le bordel aujourd'hui pour s'y retrouver, il y a deux grands courants religieux qui ont fortement influencé la vie de l'archipel au cours des siècles. C'est le shintoïsme et le bouddhisme. Pour rester très vague dans tout ça, car c'est pas le sujet de cette vidéo, il est souvent question d'un savant mélange entre le polythéisme et l'animisme. Sans compter l'aspect très spirituel, qui est devenu le cliché par excellence du combattant d'arts martiaux. Croire en quelque chose, c'est bien, mais à un moment donné, faut savoir rendre les choses palpitantes. C'est à ça que sert la mythologie. Il y avait plusieurs grandes périodes pour développer les mythologies au Japon, hein, mais en général, elle vient des pays comme la Chine ou l'Inde. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que ces pays ont beaucoup de similitudes avec le Japon. Et comme par chez nous, il y a des contes pour enfants, pour public averti, Avec du sang, des tripes, pas mal du tout. pour éveiller au spirituel, pour le gnangnan, etc., etc. On peut citer pour exemple celui de la princesse Kaguya, auquel Takasuki fait référence lors de sa confrontation avec Kagura dans l'arc Benizakura. C'est un clin d'œil de l'auteur qui s'est inspiré du conte pour nommer l'héroïne de son manga. Et je précise bien nommer, parce que par le nom, je vois pas bien le rapport entre les deux. Par la lune, peut-être. Dans le conte en question, la princesse Kaguya, après un certain temps passé sur Terre, se voit obligée de regagner la Lune, là où se trouve son foyer et les siens. Je me suis souvent demandé pourquoi avoir choisi d'appeler son espèce Yato, qu'on associe généralement à un lapin sauvage, et le fait de l'associer à la Lune aussi souvent. La civilisation lunaire dans le conte sert donc de mise en bouche pour créer le background de la tribu des Yato. Et si tu t'es demandé pourquoi la chaleur du soleil est leur plus grand point faible, essaie donc de laisser ton lapin en plein soleil. Surtout en ce moment. Ouais, non. Non, ne le fais pas. Ce qui est intéressant avec la famille de Kagura, c'est qu'ils sont tous associés à des créatures mythiques ou divines. Du coup, c'est pas pour rien qu'ils sont cheatés. Il y a aussi le très connu conte de Kintaro, celui dont s'inspire Sorachi pour dessiner Sakata Gintoki himself. Rien que ça. Comme pour la légende de Son Wukong, qui a donné Sangoku ou Shokaku, capitaine des Harusame dans Gintama, Kintaro n'a rien à envier à ce dernier en termes de popularité. Il évoque un garçon en or qui est doté d'une force surhumaine, très actif, contrairement à son homologue Gintoki. C'est un personnage très apprécié dans le kabuki, l'équivalent japonais du théâtre. Et si tu as l'esprit vif, tu viens sûrement de comprendre pourquoi une grande partie de l'action dans le manga se passe dans le quartier kabuki. Mais en termes de personnages fictifs, il y a aussi matière à fouiner dans des périodes plus récentes. On atteste le personnage de Sarutobi Sasuke, qui apparaît qu'à l'ère Meiji. Là encore, mis à part certains jeux de mots sur la signification du nom Sarutobi / singe bondissant, il n'y a pas grand chose que le personnage partage avec celui du manga.
pas même son sexe. Si ce n'est que Sarutobi représente le ninja dans sa version la plus populaire et qui fait souvent équipe avec Kiriko Kure Saizo, avec qui il entretient une relation d'amitié / rivalité. Un peu comme Sarutobi et Senzo, quand on regarde bien. Ensuite vient le tour des lieux mythiques dont on fait allusion dans le manga. Et en général, il y en a un qui revient assez souvent et qu'on retient assez bien, tellement il est what the fuck. L'arc Ryuguo, qui plonge les héros dans une cité engloutie habitée par des hommes tortues, est directement inspiré du conte d'Urashima, dans lequel le pêcheur du même nom sauve une tortue et se voit offrir le séjour dans le palais sous-marin de Ryujin, mais au moment de son départ, on lui offre une boîte dans laquelle se trouve son âge réel. En effet, au moment où il revient sur la terre ferme, 300 ans se sont écoulés et toutes ses connaissances ont disparu. Perdu, le pêcheur ouvre la boîte et devient vieillard en un instant. En termes de coïncidence, si tu as vu l'arc en question qui correspond aux épisodes 115 à 118 dans l'animé et au chapitre 174 à 182 dans le manga, tu as saisi les nombreuses références à la version Gintama. Et si tu t'es demandé pourquoi il y a autant de références à Dragon Ball dans cet arc, que ce soit le Kamehameha qui donnera lieu à une figurine fort sympathique, les scooters sur les tortues, ou juste les tortues, l'explication la plus logique serait là encore un clin d'œil au conte d'origine, le voyage en Occident, qui a inspiré les débuts de Dragon Ball avec notamment l'arrivée de Muten Roshi. Ouais, je l'ai pas appelé Tortue Géniale, qu'est-ce qu'il y a? Dans les épisodes plus récents de l'anime, on a pu voir l'épée Kusanagi, représentée sous la forme d'une épée émoussée, ou d'un amanto en décrépitude, qui cherche à retrouver sa femme, alors que c'est historiquement l'épée utilisée lors du sacre de l'empereur et qui constitue l'une des 3 pièces du trésor impérial, avec le miroir sacré, qui est représenté en général comme un bouclier, et le penditif Magatama, dont le nom inspirera celui de Maganegi, le rival de Kusanagi dans le manga. L'épée est connue pour ses propriétés mythiques, au même niveau qu'Excalibur par chez nous. Et comme Excalibur, si l'épée a peut-être existé sans les fables qu'on lui attribue, elle a été perdue depuis longtemps. Cependant, pour chaque sacre d'un nouvel empereur, une réplique est utilisée encore de nos jours. Et comme dirait Perceval, j'aime bien. Encore dans l'arc Porori de l'anime, il y a une autre révision d'un conte bien connu qui est celui de Momotaro. Ce dernier serait né d'une pêche, Le fruit. et aurait attiré l'attention de son seigneur après une démonstration de force, qui l'aurait envoyé combattre des démons sur l'île d'Okayama. Sur le chemin, il formera un groupe avec un singe, un chien et un faisan. Ensemble, ils battent les démons, récupèrent le trésor de l'île et vécurent heureux, blablabla, comme dans tous les contes pour enfants, quoi. La fausse scène de crime dans Gintama est une mise en scène dans laquelle chacun trouve des arguments pour accuser tel ou tel personnage d'être le responsable du meurtre de Momotaro. Et comme d'habitude, c'est quand on se laisse prendre par l'enquête que tout finit par un gag bien stupide comme on les aime. Sacré Sorachi. Voilà pour ce qui est des contes anciens. J'en ai sûrement oublié, donc s'il vous plaît, pas taper, SVP. Comme je t'ai dit tout à l'heure, les mythes sont tous inspirés du shintoïsme qui est une religion polythéiste. Donc ça fait un sacré paquet de monde pour inspirer des mangaka en herbe. Les kami, par exemple, traduit par Dieu en français, c'est des esprits divins de la nature ou une sorte d'élémentaire. Faut dire que la signification est assez vague pour nous les occidentaux car l'empereur étant vénéré comme un dieu, il portait également ce titre. Donc théoriquement, même certains hommes étaient des kami. Il en existe de toutes sortes et à différentes échelles d'importance. On notera quand même la référence à Tsukuyomi, la déesse de la lune dans le personnage de Tsukuyo, et à Shinigami, le dieu de la mort, également utilisé comme influence dans les mangas Death Note, et Bleach, et autres. Et pour parfaire le tableau, on va revenir du côté de la famille de Kagura, avec un certain Baka Aniki qui se trouve être un kami à l'origine. Kamui signifie la même chose que Kami dans les grandes lignes. C'est un être divin de la mythologie Ainu, qui est un groupe ethnique doté d'une culture très riche, qui prend racine au Japon, en Chine et en Russie. Mais là, ça va mettre un peu de temps pour que je m'y intéresse car je n'ai qu'une seule vie. C'est un peu comme pour l'animé Golden Kamuy, c'est sûrement très bien, j'en regarderai peut-être un jour, mais voilà quoi, on verra. Et enfin Otsuro, le principal antagoniste du manga, qui est présenté comme un être immortel dépourvu de sentiments. Seulement là, il faut pas trop chercher les côtés mythologiques car c'est pas un dieu / personnage fictif comme les autres. Otsuro, ça signifie le vide, le néant, les abysses. Tout ça à la fois. Rien qu'avec ça, tu comprends pourquoi le personnage a été pensé comme tel. Dans un second temps, on peut dénicher quelques clins d'œil issus du folklore japonais. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les Utsurobune, soit des bateaux vides qui apparaîtraient et disparaîtraient sur les côtes japonaises, telle une nouvelle version de la rencontre du troisième type. Ce qui est amusant à comparer au manga dans lequel le premier plan où apparaît Utsuro, c'est à bord d'un navire volant, telle une menace inconnue pour les héros. Ensuite, il porte une cape étrange se mêlant à des plumes de corbeau. En l'occurrence, il s'agit du Yatagarutsu, qui possède 3 pattes et qui représente la volonté des cieux. D'où les nombreuses redites d'Oboro au sujet des jugements des dieux.
Enfin, le masque que porte régulièrement Tsuro fait référence au Tengu, généralement considéré comme un démon, un yokai. Les yokai, en plus d'être une franchise à succès dont je me fous complètement, c'est également des créatures surnaturelles qu'on pourrait qualifier de démoniaques dans le folklore japonais. Et comme toujours, il y en a des bons, des mauvais, mais c'est marrant de voir qu'il y a beaucoup de représentations animales. Le kitsune, l'un des plus connus et des plus appréciés par les fans du pays du soleil levant et des cosplayers. Qu'est-ce que vous m'en avez fait bouffer du kitsune pendant que je squattais les conventions? Ça m'a saoulé. J'aimais bien Funard pourtant. Mais bon, il a été parodié bien comme il faut par Elisabeth lorsqu'il dévoile sa véritable identité lors de l'arc final. Et c'est aussi what the fuck que les images ci-dessous vous le démontrent. Il y a également un qui apparaît dans l'épisode 21 de la série. C'est une créature à mi-chemin entre la tortue et le diablotin. Un monstre qui aime s'amuser avec ses victimes. Un peu comme Gollum, mais en version type O. Entre Pokémon, le Seigneur des Anneaux et ce Kitsune Anakon, je ne t'en voudrais pas si tu choisis ce moment-là de la vidéo pour regarder Yokai Watch au lieu d'écouter mes conneries. D'ailleurs, c'est quoi cette merde? Pour finir sur les yokai, il y a le très célèbre chasseur d'aliens, l'être le plus fort de l'univers, Umibozu. Tu prends le kraken de la mythologie, tu lui enlèves ses tentacules, parce qu'à un moment donné, les clichés, ça va bien, et tu le fais ressembler à un moine chauve, et t'obtiens l'Umibozu. Bon, bien sûr, tout en restant monstrueux, ça va de soi. Le gag d'origine, concernant la nature chauve de l'Umibozu du manga, tient justement son origine mythologique, l'Umibozu ressemblant beaucoup aux bonzes. Les moines bouddhistes. Parmi les yokai, il y a une sous-branche qu'on retrouve généralement dans d'autres œuvres, qu'on appelle les Oni. Ils sont représentés comme des ogres, visuellement plus proches du gros démon pour nous que du gros bonhomme vert quasi inoffensif. Dans le manga Gintama, on en voit dans pas mal d'occasions, notamment dans l'arc des Ketsuno. Les Shikigami étant des Oni invoqués par leur maître pour les servir, mais gardent une grande part de pas gentillesse. Oui, la pas gentillesse, c'est le genre de mot que t'inventes quand t'es complètement claqué au moment où t'écris ton script. C'est fort ce truc, putain. Ou encore l'Inugami, le chien divin du folklore japonais qui est lui aussi un Shigikami invoqué pour garder un lieu ou pour exécuter une vengeance. Tout dépend de la moralité de son invocateur. Ce dernier est extrêmement puissant et intelligent, pouvant réfléchir par lui-même et se retourner contre son maître. Avant d'en finir avec cette vidéo, je t'ai sélectionné quelques petites anecdotes qui ne rentrent dans aucune case particulière, mais qui méritent le détour. Difficile de conclure une vidéo pareille sans évoquer le membre manquant de la famille de Kagura, Kuka. Son nom a été choisi pour la ressemblance avec les autres, certes, mais il signifie également fleur de laurier, ce qui présente une double signification. La première, et la plus banale, c'est sa fleur préférée. Seul Kamui s'en souviendra à la fin de l'arc de Rakuyo, au passage. Et la seconde, plus symbolique, exprime de manière un peu plus poétique l'histoire du personnage, qui, par sa rencontre avec Kanko, Umibozu, quitte sa planète natale avec lui avant de se laisser mourir à petit feu, telle une fleur arrachée à la terre. Le symbolisme est d'autant plus présent dans l'opening 18, qui voit apparaître le personnage pour la toute première fois. Le Harusame est un énorme destroyer construit pour la marine japonaise, et qui servira notamment au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il est pas improbable que la forme du navire ait quelque peu inspiré Sorachi pour représenter les vaisseaux des pirates de l'espace. D'ailleurs, petit aparté qui n'a aucun rapport avec le reste de la vidéo, mais est-ce que tu savais que Kamikaze signifiait dieu du vent? C'est quand même stylé, mine de rien. Bon, ça reste du suicide sur papier, mais c'est stylé. Putain, je suis fatigué. Et il fait putain de chaud. Pourquoi je porte ces fringues de merde d'ailleurs? Ceux qui invoquent les Shikigami, présentés plus tôt, sont appelés les Onmyodo. Je laisse le nom correct ici. Voilà. Oui, je sais pas lire en japonais. Et même en voix off, j'ai un parler pas terrible, alors... Ces types-là étaient comparables à des exorcistes, et il n'est pas étonnant que la traduction se contente de les appeler ainsi. Les exorcistes, donc, disposaient de l'attention toute particulière des puissants, comme c'est suggéré dans le manga. Seulement leur période d'influence correspond plus au Moyen-Âge de chez nous, ou la période Heian. Bien qu'il n'ait pas totalement disparu aujourd'hui, il garde une image très néfaste au regard de la société, comme les pratiquants occultes partout dans le monde. Concernant les Daikini, c'est le jour et la nuit, entre le mythe et le manga. Ce sont des divinités bouddhistes, principalement des femmes, qu'on assimile à toutes sortes de facultés comme la sagesse, l'habilité, l'être pur. Donc rien à voir avec les bourrins de la série, qui ont été car-designés sur des modèles d'Oni plus classiques, pour ce que Sorachi voulait en faire en termes de gag. Les Miko, prêtresses shintoïstes qu'on retrouve également très souvent dans la culture japonaise, ont un rôle spirituel d'intermédiaire entre les hommes et les dieux, les kami. Ce qui rend leur rôle d'autant plus pertinent quand on les associe à Sadaharu contre la menace qui pèse sur la Terre.
Azuraman, le gardien spirituel de Gintoki, est une double parodie. À la fois de la divinité Azura. Il existe deux types de joueurs sur cette terre, ceux qui ont joué à la série des Elder Scrolls et les autres. Azura donc, qui est un être démoniaque d'origine hindoue, généralement opposé aux Devas, les divinités en somme. Et pour la seconde, c'est une caricature d'Azuraman, personnage du manga Kinnikuman. Y a qu'à voir la ressemblance, pour comprendre. Dans le même registre, on retrouve les gardiens spirituels d'Otae de Kondo. Avalokitesvara. Merde. Bon, je vous le marque là, hein. Voilà. Traduisible par celui qui regarde depuis les cieux, et juste vu comme le protecteur du Tibet, et comme celui qui a engendré Dalai Lama depuis lors. Quant à Vaijira... Bref, le gardien de Kondo est un symbole important dans l'hindouisme et représente ce qui est indestructible. Vu ce que Kondo a pris depuis le début du manga, c'est logique qu'il s'en sorte toujours à la fin. Voilà, c'était la toute dernière. Et pour une fois, je vais le dire, n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo parce que ça fait toujours plaisir de parler de Gintama et d'en apprendre un peu plus chaque jour. J'espère que cette vidéo t'a plu et en tout cas, si c'est pas le cas, j'espère au moins que t'as fait intéresser à l'histoire japonaise, aux mythes, etc. Voilà. Allez, une petite dernière pour la route. Le Neo Armstrong Cyclojet Armstrong Cannon est inspiré de Sir William George Armstrong, qui a tenu une des plus grandes compagnies industrielles du 19e siècle, et qui s'est naturellement mis à créer des armes au cours de la guerre de Crimée. Malgré le gag, ces canons ne ressemblaient pas tant que ça à des... Mais il faut reconnaître que... si on regarde à certains angles... Allez, à la prochaine les gens. Prochain Kintaverse sur Marc Yoshiwara. Et enfin, on va pouvoir reprendre des vidéos à la cour.